C'est Christophe Léva, tout va bien. Christophe, viens donc. Bah, tout de même. Viens, viens. Attends. Christophe Léva qui est là, il a des places assises. Ah, voilà, très bien. Bonjour. Toute l'équipe du film. Non, viens. Pourquoi? Parce que c'est bien. Moi, je suis pas. L'instabilité de la table. Donc, on va commencer. On va commencer cette rencontre. Donc, bienvenue à toutes et à tous à la Boutique Potemkin. On est très heureux d'avoir une boutique aussi pleine, mais c'est toujours et souvent le cas quand on a des. Quand tu viens, Bertrand, quand tu viens, Paco, mais également, c'est vrai que c'est des rendez-vous réguliers qu'on a. Ici, depuis une dizaine d'années, on profite de la sortie de DVD, de livres, pour faire venir les réalisateurs, les gens qui ont travaillé autour, et puis parfois des critiques de cinéma qui sont exprimés autour d'un film. Et là, ce soir, ce qui nous rassemble, c'est le coffret Conan et les Déviantes de Bertrand Mandico. Alors, plein de choses. Alors, ce film est édité aux éditions Potemkin Film, donc c'est édition maison. Il y a aussi là je fais toute la pub, la déviante comédie, le vinyle, mais bon, c'est Bertrand qui va nous parler de tout ça, de tout ce projet un peu très, très large, très ample. Donc ce soir, je présente les invités parce qu'ils sont nombreux. En premier lieu, Bertrand Mandico. Bertrand, c'est la 5e fois que tu viens. C'est un rendez-vous régulier depuis pas mal d'années. Tu étais venu pour Mandico in the Box, tu es venu pour Les Garçons Sauvages. Ça me permet d'égrener ta filmo comme ça. Tu étais venu pour After Blue également. Et avec Paco, vous aviez publié ce scrapbook, ce travail conjoint Déviation. Vous étiez venu aussi pour nous en parler et pour le dédicacer. Je tiens à préciser que les dédicaces de Bertrand sont quand même quelque chose. Les dédicaces durent longtemps, mais parce qu'il y apporte un soin certain. Donc attendez bien jusqu'à la fin et profitez de ce moment-là qui est assez... voilà. Et donc le dernier projet qui nous amène ici, donc c'est Conan. Hier soir, je crois que tu étais à l'Odéon, non? Non, c'est le 29. C'est le 29? Oui. Je me plante complètement dans les dates. D'accord. Pourquoi j'étais pas sûr? Léa Salamé-Mood. Exactement. C'est totalement contagieux. Léa Salamé, c'est vraiment... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on parle de Léa Salamé ici? Donc, très bonne transition. Paco. Voilà. Enfin, Paco. Je suis vulgaire ici, moi. Alors, donc, Paco, tu viens ici souvent, tu es venu nous parler de... Tu es écrivain, essayiste, vidéaste, tu es venu nous parler de Twin Peaks. Mais ce qu'il y a, c'est que tu publies énormément de choses, donc on n'arrive même pas à suivre toute ton actualité. Tu publies trop, c'est ça? Non. J'ai pas dit trop, j'ai pas dit trop. Mais donc on te suit sur Blast, voilà. Moi j'en étais resté au Secret de la Société, mais depuis il y a eu L'Empire n'a jamais pris fin, tome 1. Oui, et le tome 2 qui sort dans un mois à peu près. D'accord. Ouais. C'est une sorte... Oui, c'est ce que je fais sur Blast. C'est une histoire de France revisitée. C'est l'histoire de France revisitée. Et en fait, chaque saison sur Blast devient un livre, mais augmenté de textes supplémentaires et d'éléments supplémentaires. Mais c'est dans la continuité. Donc voilà, c'est pas le sujet de l'ordre. Non, c'est pas le sujet, mais c'est pour savoir. Voilà, il y a des gens qui te connaissent et qui te suivent. C'était pas loin de là où j'en étais. Voilà, C'était la société, c'était pas loin avant. Voilà. Je continue. Philippe Azouri. Tu étais venu nous voir pour un livre sur Jean Eustache. Exactement. C'est ça? Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Il pleuvait déjà. Ah, il pleuvait déjà. Chaque fois que je viens, il pleut. D'accord. Alors, je sais pas quoi en dire. Voilà. Mais c'était, moi dans mon souvenir... Tu sors les livres en automne, c'est tout. mais pas du tout. Comme c'était en juin quand je suis venu. C'était en juin. Déneigé, il faisait très très chaud. Il faisait aussi chaud et humide qu'aujourd'hui. Okay. Je sais pas, c'est le même temps. Enfin, un peu moins là, mais... C'est le temps de Stache. Alors, je sais pas si on va faire une... Bon, c'est quoi ton actualité ou ton dernier livre Non, c'était celui-là, le dernier. C'était celui-là. J'espère bientôt. D'accord. Il faut que je commence pour ça. Mais surtout aussi, tu es dans les bonus de Conan et tu accompagnes Bertrand chez lui. Voilà. Et vous dépliez tout ce qu'a été ce projet. Je pense qu'idéalement, Bertrand rêvait qu'on fasse ce qu'il nous arrive de faire
avec le monsieur qui est là, qui a ce très très joli costume. C'est-à-dire des fois manger et partager des références complètement obscures et se découvrir des passions communes depuis des années. La dernière fois, c'était Enfant, c'est le dragon qui passe de Forest. Ah oui, on oui, était oui. ravis de s'apercevoir Oui. que tous les trois on aimait ce livre depuis qu'on était petits, C'est vrai. mais on l'a fait de façon plus réduite à deux chez Bertrand avec tous les éléments qui lui ont aidé à préparer le film. Voilà. J'ai appris beaucoup de choses. Je continue le tour de table. Christophe Beer, je n'ai absolument rien préparé. Mais je suis pris au dépourvu. Mais vous êtes acteur. L'homme qu'on n'attend pas. Je suis une des actrices de. Mais voilà, et de Conan, Voilà. mais vous êtes un acteur avec une filmographie. On ne présente Impressionnant. plus. Voilà. Oui, je ne sais pas. Non, mais Également auteur, écrivain. Voilà. j'ai tourné avec des gens comme Jean-Pierre Mocky ou d'autres, avec qui je me suis beaucoup amusé. Mais c'est avec Bertrand que j'ai eu mes meilleurs rôles. Ah, Voilà. ce sont des compliments. Nathalie Richard, voilà, on fait le tour de table. Bah, vous étiez venu pour Rivette. On avait fait une soirée avec Jean-Pierre Calfon pour L'Amour fou. Donc, on avait parlé aussi de La Bande des Quatre. Qui est, voilà. Mais depuis, il y a eu plein de films et surtout dernièrement, il y a eu beaucoup de films avec Bertrand aussi. Le dernier avec Bertrand, c'était Conan et puis L'émission. Petrouchka, aussi le deuxième dont on parle pas très souvent, mais celui qu'on a fait en Nous les nuit, barbares. voilà, nous les Ah oui. barbares, que j'aime beaucoup. Et puis voilà. On repasse le micro à Fassbinder. Bertrand. Et Fassbinder aussi, oui. Oui, qui est en. Qui est encore en en. montage. Ça j'ai hâte, Ouais. ça j'ai hâte. Ah, C'est en allemand et en anglais, on a fait ça avec quand même, Elena Ouais. en Allemagne. C'est celui que tu Mais mets ça t'en parle. Non, je vous ferai après. Alors on essaie de commencer par le commencement. Alors déjà j'ai appris ce qu'était un succube grâce à toi, Bertrand, en écoutant les commentaires. Oui. Est-ce que ça peut être une façon d'ouvrir le projet Conan? Bah oui. Alors, qu'est-ce que c'est un succube? Une succube. Une succube. Non, une succube. Ce sont les ancêtres en quelque sorte des vampires, des figures démoniaques. Et c'est en travaillant sur cette idée de succube, de mise en scène de succube, que j'ai atterri sur Conan. De succube, je suis parti vers la barbarie, et puis de la barbarie, je suis arrivé à Conan, c'est-à-dire au roman originel. Et donc, je vais essayer de pas beaucoup parler ce soir parce que je suis très très bien entouré. Et donc, pour moi, ça va être un plaisir d'être spectateur, auditeur. Mais non, voilà, pour expliquer Conan, c'est Comment ce projet a germé? je travaillais autour comme ça de ces figures de succubes, de ces barbares. Voilà, j'étais en train de tordre un récit dans tous les sens. Et à ce moment-là, Philippe Ken, donc metteur en scène de talent et alors directeur du Théâtre des Amandiers, m'a approché en me disant est-ce que ça t'amuserait de faire du théâtre, de faire semblant de faire du théâtre? Et j'ai dit oui, bien sûr, parce que pour moi c'était l'opportunité de pouvoir faire du cinéma autrement, c'est-à-dire profiter du plateau de théâtre et essayer d'aller tourner un film sur le plateau de théâtre. Donc je lui ai parlé de Conan, il m'a invité pour travailler sur Conan. Ça devait être le spectacle qui devait clôturer sa présence aux Amandiers. J'étais très inquiet à l'idée de me révéler sur scène. Alors l'idée c'était de préparer le long métrage et mettre en scène, mettre en abîme cette préparation et en faire un spectacle pendant lequel j'allais filmer ou faire semblant de filmer. Heureusement, Heureusement ou malheureusement. le ou la Covid sont arrivés et nous a bloqués dans ce théâtre et finalement on a répété, on a fait que tourner. Et c'était formidable pour moi parce que j'étais quand même de plus en plus intimidé à l'idée de me révéler publiquement sur scène. Et pas comme ici présent. Faisait partie du spectacle, introduisait le spectacle et le concluait en tant que Pacom Thielman.
Parce que c'était ton propre texte. Oui, c'était mon alors, propre t'avais- texte, t'avais- mais tu m'avais donné quand même un Oui, nom. oui, oui, Lolita Lovecraft. Lolita Lovecraft. Voilà. Et Christophe, ici présent, jouait le rôle d'Octavia Foss, la metteuse en scène dépressive qui tentait de mettre en scène Conan. Donc ça, c'est la première phase de Conan. Et puis ensuite, il y a eu le long métrage, donc qu'on a tourné au Luxembourg, dans une ancienne usine de sidérurgie. Et là, c'est une fresque. Donc c'est l'histoire de Conan, une barbare qui... Alors, déjà Conan que tu féminises. Alors que je féminise, je me débarrasse un petit peu de la figure du barbare musclé avec une épée, donc ça devient une barbare qui traverse le temps et les époques et qui n'en finit pas de tuer sa propre jeunesse. Mais tuer au sens propre, exactement. C'est pas du tout une métaphore. C'est-à-dire que... Toutes les décennies, une nouvelle Conan arrive, encore plus cruelle que la précédente, qui va la tuer. Alors la première fois, elle est surprise, la deuxième fois, elle se méfie. Alors, etc. si on commence par déjà la première Conan, il y a quand même une sorte de rite initiatique qui est d'une cruauté, parce qu'au début, elle est plutôt bonne, c'est une personne qui est assez pure, quelque part. Et elle a quand même, elle est projetée comme ça dans la vie, de manière assez cruelle. Elle tombe sur une barbare dont elle tombera par la suite amoureuse, Sanja, et cette barbare va l'obliger, pour sa survie, de manger sa mère. Voilà. Donc ça, c'est la première, la première chose, quoi, l'origine du mal, j'allais dire. Et après, c'est la rencontre avec un démon à tête de chien, Rainer, joué par Elina Levinson, qui va souffler à l'oreille de Conan des idées pour qu'elle soit de plus en plus barbare, jusqu'à l'écœurer lui-même, quoi. C'est-à-dire que ce démon va finir par être écœuré par le monstre qu'elle a engendré. Et l'ultime Conan, voilà, est joué par Nathalie. Et elle est fatiguée, elle a décidé d'arrêter. Voilà. Ne spoil Non, mais pas, c'est ne spoil pas, hein, quand même. Parce que voilà. Autant des points. Alors, peut-être... Alors, vas-y, vas-y, je te si tu veux, pour dire ce qu'il y a dans le coffret. Donc, il y a La Déviante Comédie, qui est le film du spectacle, voilà, qu'on a tourné en Super 16, un film en split screen, qu'on va présenter pour la première fois au Théâtre de l'Odéon, dans une copie 35 mm, donc le 29. Et puis, il y a Conan, donc le long métrage sorti en salle. Et ensuite, il y a Les Excroissances. Alors, Les Excroissances, c'est... Rainer Vicious Dog in Skull Valley, qui est une sorte de préambule, qui devait être une préambule au spectacle, qui a été tourné au Théâtre des Amandiers. Il y a Nous les Barbares, donc, qui est un film qui aussi s'est décliné en VR. Ce sont les acteurs et les actrices de Conan qui sont damnés, enfin en tout cas c'est une mise en abîme aussi du métier d'acteur et d'actrice. Que tu as tourné au Luxembourg. J'ai tourné ça dans les restes des décors de Conan. Et tout ça, je l'ai incorporé à une pâtisserie télévisuelle qui s'appelle L'émission a déjà commencé, qui contient les différents courts-métrages et aussi un plateau, voilà, où Nathalie vient danser, Christophe vient faire des dessins animés, Tu es représenté. et Pacom dialogue avec ma marionnette. Voilà, c'est ça. Tout ça dans le coffret. Voilà, ça c'est l'équivalent de 3 longs métrages finalement. Et bien sûr, le disque. Alors, il y a eu un autre disque qui était la BO de Conan, et là, c'est la Déviante Comédie. Donc, c'est la BO du spectacle qui était conçue comme une comédie musicale sur une musique de Pierre Desprats. Voilà. Avec des chansons. Avec des chansons que j'ai écrites. Voilà. Super chansons. Pacom, on te donne le ballon, le micro. Le ballon. Je vois. Pas à ton âme sportive. Alors, non. Elle est morte depuis fort longtemps. Non, On mais va la chercher dans les enfers. Voilà, alors tu vois toutes les transitions possibles. Comment Toutes celles que tu veux. Comment tu t'es embarqué dans cette aventure de Conan la barbare? Bertrand en a un peu parlé. En fait, en gros, moi, ce que j'avais... il m'en a parlé dès qu'il a commencé à travailler sur la pièce du Théâtre des Amandiers, parce qu'on se voit régulièrement et puis on discute de ce qu'on fait. Donc, je ne sais même pas si, quand tu as commencé à m'en parler, tu avais déjà l'idée que je ferais une sorte de première partie, enfin, un petit monologue au début.
Je pense même que c'est pas venu tout de suite. Je pense qu'au départ, ton idée c'était qu'il y aurait eu des invités ou un truc comme ça, peut-être plusieurs personnes. C'était flou encore au départ. Mais quoi, à un moment, ça s'est cadré et on s'est retrouvé. Enfin, je me suis retrouvé avec toi et toute ton équipe au Théâtre des Amandiers. Dans un théâtre, en plein confinement, avec l'impression vraiment que dehors c'était la fin du monde, quoi. Donc c'était une drôle d'ambiance, vraiment une ambiance étrange, où il fallait rentrer avant 5 heures de l'après-midi, ou je sais plus quoi, des trucs un peu comme ça, quoi. Je sais pas ce que je peux vous raconter. En gros, j'ai écrit un texte, quoi. Oui, ça c'est un truc vraiment, c'est assez exceptionnel, j'imagine, par rapport à toi qui fais tout. Mais parce que c'était une première partie, c'était pas supposé être dans un film au départ. C'était supposé être sur scène et écrire un texte qui ouvre la soirée, quoi. Mais finalement, ça s'est retrouvé dans le film. Et pour ce film, tu m'as fait aussi une tête coupée. Donc du coup, depuis maintenant, j'ai aussi ma tête coupée. En plus. Et c'était surtout très émouvant de voir Bertrand et les actrices travailler. Ça, c'était vraiment, vraiment émouvant. Parce que, c'est la première fois que tu fais un tournage oui, Bertrand ? Oui, normalement, on n'assiste pas au tournage. Tu demandes pas, les gens viennent pas assister à des tournages, j'aime pas trop ça. C'est normal. Hein. Ça s'agit de travailler tranquillement, quoi. Donc là, j'avais une excuse. Donc j'ai pu profiter de cette excuse pour pouvoir voir un peu. Et ça c'était très, très, très émouvant. C'était très émouvant. Et quand tu vois ce projet-là avancer, parce que ce qui est intéressant aussi, ce que j'ai pas précisé, c'est que dans Conan, il y a aussi la version commentée, où vous commentez tous les deux, et je trouve ça très intéressant, très riche, parce que vous êtes spectateur d'une œuvre qui est créée, mais il y a plein d'éléments comme ça, parce que toi, tu es aussi dans ton rôle, pas dans ton rôle, mais tu es exégète aussi, c'est-à-dire que tu as un regard de spectateur éclairé. Et donc tu vas presque plus, je ne sais pas si tu vas plus loin que Bertrand, mais disons que tu vois des choses aussi dans cette... Ah oui, je lui propose des... Oui, je ne suis pas ton ami, je suis ton exégète. Voilà, oui, je lui propose des hypothèses, quoi. Mais bon, j'y vais tranquille, hein. L'auteur est là, il ne s'agit pas non plus de le forcer à épouser des idées qui ne sont pas les siennes. Mais quoi, c'est très intéressant. Et ça aussi, c'est une expérience que j'ai beaucoup aimée. Quand on a fait les commentaires audio du film, quoi, et discuter sur comment dire, ce dont le film parle, que tu l'aies mis dedans volontairement ou pas. Et aller voir tout ce qu'un film porte, et en particulier sur l'avenir, quoi. Enfin, la dimension visionnaire, quoi. Les éléments qui... c'est pas la première fois, mais on avait remarqué ça quand même par rapport à tes films, que souvent t'écrivais sur quelque chose et puis il se passait des trucs qui n'étaient pas prévus, quoi, mais même le After Blue avait un côté pré-Covid qui était très surprenant, quoi. Mais ce qui est étonnant aussi, c'est qu'au début de ces commentaires, vous dites, oui, le lendemain, il y avait les législatives. Oui. Et donc, c'est comme si l'extérieur un peu du film est là à nourrir, à alerter. Et ce que je filme est inquiétant, est un monde inquiétant, mais le monde réel porte sa charge d'inquiétude on était dans cette tension-là, dans mon souvenir. Oui, le projet devient une caisse de résonance de ce qui se passe à l'extérieur. Oui. En même temps, voilà, c'était la barbarie, les guerres, des choses qui... On finit par une Conan, je ne sais pas si elle a 40 ou 50 ans, mais il y a quand même une Conan assez nazie, quoi, quand même. Alors, celle... la quarantenaire, voilà, c'est ça. La crise de la quarantaine, oui, elle est... Qui n'est pas nazi à 40 ans, n'a pas vécu. C'est vraiment bien salamé. La plus ouvertement terrifiante, quoi, effectivement. Oui. Elle arbore une casquette, effectivement, qui peut rappeler la casquette nazie, mais en même temps, voilà, ces soldats, c'est vraiment tous des téléphones portables. On est dans notre époque, quoi. Et parle-nous aussi peut-être de cette descente ou de cette montée dans la cruauté quand même, parce que c'est une sorte de réincarnation tous les 10 ans, mais
où on accouche quand même d'une Conan qui est de plus en plus dure, froide et qui monte comme ça d'un cran, quoi. Ça c'était... C'était pour moi le comble de la barbarie, c'était la vieillesse qui tue sa propre jeunesse. En tout cas, cette idée de peut-être trahir des idéaux, une certaine innocence, et au fur et à mesure qu'on avance, être de plus en plus dégueulasse, quoi. Enfin voilà, c'est pas propre au vieillissement, mais on connaît quand même pas mal de personnes dans les médias qui avaient des idéaux, je trouve, relativement nobles, et tout d'un coup, on a l'impression qu'ils sont devenus amnésiques de leurs propres idéaux, et que s'ils se croisaient eux-mêmes dans la rue, ils se poignarderaient, quoi. Donc, c'est à partir de ce constat que j'ai travaillé sur la figure de Conan, mais elle prend des déviations. Quand elle a 30 ans, elle refuse cette damnation, parce qu'en gros, elle fait un pacte démoniaque pour pouvoir survivre. Donc elle refuse cette damnation, et donc elle décide de sa propre barbarie. Donc là, ce sont ces jours heureux, en quelque sorte. Mais le démon amoureux de Conan vient la sortir de son oubli, et va raviver sa mémoire, et donc activer la Conan suivante, qui va être, donc ta quarantenaire par exemple, qui va être frontalement épouvantable. D'ailleurs, elle fait le vide autour d'elle, elle tue tout le monde. Et la Conan suivante, encore plus dure, la Conan de 50 ans. Ouais, elle se sacrifie quand même. Alors voilà, comment, oui, mais avec une forme de perversion quand même. Oui, tout à fait, ouais. Mais en fait, en y repensant, parce que quand même, le tout début, comme on a quand même... on l'oblige à manger sa mère, ce qui est quand même contre nature, donc non, il ne faut pas épouser ses parents, mais surtout ne mangez jamais vos parents, voilà. Et donc, donc elle est plutôt baignée elle décide en fait de faire un immense repas et de s'offrir en pâture, mais avec son corps, et que son corps soit cuisiné par un des plus grands chefs, donc que son corps sera un grand mets, une grande œuvre d'art. Et elle oblige, en fait, elle invite plusieurs artistes autour d'une grande table qui aussi peut faire penser un peu à la Renaissance. Enfin, il y a un mélange historique un peu comme ça. Et d'être mangé pour qu'il puisse, en fait, avoir sa fortune. Donc, elle hériter de sa fortune. Et donc, finalement, ils vont quand même le faire. Donc, ça pose des questions un peu sur qu'est-ce que l'ambition, Voilà. Mais je pense que finalement, elle en a quand même assez aussi de toute cette barbarie. Elle arrive quand même au bout d'un chemin. Mais ce bout de chemin, il y a une dette à payer, et elle fera payer la dette, en fait, en quelque sorte. Voilà, c'est digéré par les artistes, voilà. C'est ça, et les corrompre. Et donc, finalement, de continuer le travail sans qu'elle se salisse les mains. Voilà. C'est curieux parce que c'est vrai que même en racontant le film, je vois qu'on n'est absolument pas privé de l'expérience du film c'est vraiment propre à ton cinéma, parce que là, la façon dont on parle le film, on pourrait dire bon, à quoi donc voilà. Et avec toi, la question ne se pose même pas, parce que il y a quand même une expérience esthétique, sensible, sensuelle, qui est vraiment très très forte, et d'écouter notre conversation, il ne prive absolument pas de ce plaisir. Peut-être Philippe, comment tu as je pense que tu connaissais le travail de Bertrand, mais comment tu découvres Conan ce film-là J'ai vu Conan pour la première fois. Non, j'ai vu. Tu me l'as montré, il n'était pas étalonné. Il y avait Philippe aussi. Je suis un peu comme non, c'est plutôt que chaque fois. Il y a un souvenir qui me relie à Conan, mais tu le sais pas, c'est que pendant le confinement, quand il y avait vraiment personne dans les rues, je roulais en taxi. Moi, j'avais une carte de presse, donc je pouvais circuler, mais je devais aller à un rendez-vous très loin et on ne pouvait pas aller au-delà de. Non, c'était plus les kilomètres, mais c'était les horaires qui étaient. Mais la rue était entièrement vide et je t'ai vu marcher. C'était la seule personne, surtout c'était dans le 9e arrondissement. C'était un matin comme ça, il n'y avait absolument personne dans les rues, c'était vers 10h du matin, et je t'ai vu. Et je pense que tu allais travailler. J'allais monter Afterblue. T'allais monter Afterblue. Donc pour moi déjà c'est lié à ça, Conan. Non, et après c'est comme, par exemple quand tu présentais le coffret, je me dis à quel point c'est réjouissant, parce que
quand on connaît un peu les cinéastes ou quand on est soi-même impliqué dans des projets, le film devient cette chose unique que les gens retravaillent 17, 18, 19 fois la version de scénario. Je parle même pas de ce qui va venir après du montage. Et ce que je trouve génial chez toi, c'est qu'un film est si c'est un noyau ou un bain de culture, un bouillon de culture, mais quelque chose à partir duquel va germer ou vont germer des ramifications complètement incroyables. Ça devient vraiment ça, entre l'herboriste ou la maladie, enfin la contagion. Enfin, on voit bien qu'un film est une chose en elle-même qu'on peut regarder et analyser telle qu'elle, mais qu'à partir de là, elle doit donner lieu à des formes qui sont des formes des fois contraires ou perverses par rapport au film. Et ça, j'aime vraiment vachement ça, parce que ça libère complètement. Tu es la seule personne que je connaisse qui a, à partir d'un long métrage, déjà tourné en combien de jours tu as tourné comme Celui-là, oui, c'était un peu moins de 5 semaines. Ouais, ce qui semble fou, ceux qui verront le film, c'est un tel travail de précision et de maestria tout le temps. Mais malgré tout, à partir de ça, ça donne lieu à une émission de télé, 3 courts-métrages, je sais plus, enfin, il y a un moment où on sent que quelque chose peut germer, que c'est même pas encore fini. Et à chaque fois, je me demande ce que tu vas encore produire à partir de... Oui, il y a un côté comme ça, contagion, quoi, que j'aime beaucoup. Oui, ramifications comme des champignons peut-être aussi qui sont connectés comme ça. Mais en même temps, j'allais dire, j'ai pas forcément plus que les autres, voire moins. Mais c'est avec... oui, voilà. Financièrement, je veux dire. Donc l'idée aussi, c'est de faire feu de tout bois. C'est-à-dire que tout à coup, pendant que je suis en train de préparer Conan, on me dit tiens, ça t'intéresserait pas de faire un film en réalité virtuelle. Et je me suis dit, je vais profiter de cette proposition pour la connecter à Conan. Du coup, l'argent que je vais avoir, ou le peu d'argent que je vais avoir pour la réalité virtuelle, va venir dans le pot commun et je vais pouvoir en faire une excroissance. Donc, Nous les Barbares, qui aussi se décline sous forme de court-métrage, qu'on a tourné en 2 jours, avec des plans en séquence assez ambitieux. Voilà, alors il y a toujours cette notion d'urgence et de tournage réalisé dans des conditions pas toujours simples, avec un temps imparti très très court. La déviante comédie qui dure 1h06 a été tournée en 10 jours. Voilà, on est l'émission en une journée. Enfin, on est toujours dans des temps très très contraints, mais c'est la façon de mettre en communion tous ces projets qui fait que ces choses sont possibles. Christophe, je trouve que c'est toujours intéressant de voir, comme tu dis, une économie de moyens et en même temps quelque chose de très très raffiné, très très précieux comme ça. Et quand on voit tes films, on voit toute l'attention, c'est-à-dire toute la précision qui est donnée et aux personnages, aux costumes, au décor. Christophe, c'est pas la première fois que vous tourniez avec Bertrand, mais qu'est-ce qu'il vous demande sur un plateau? Qu'est-ce que vous amenez, vous, de votre univers? Vous êtes écrivain, vous avez un passé de comédien aussi. Est-ce que vous arrivez chargé de tout ça et il vous laisse assez libre aussi, ou c'est quelque chose de très précis dans le personnage? Voilà. J'ai rencontré un acteur fascinant il y a des années de ça, Daniel-Émile Forck, qui aurait pu très bien jouer chez Bertrand, même si c'était une diva, mais je crois que ça aurait marché avec toi. Et je lui ai posé une question comme ça. Et il m'a dit, presque en m'engueulant, il m'a dit « Je ne me mêle pas du mystère du comédien ». Un peu sa voix. Donc, c'est une question... Il y a des acteurs qui doivent adorer répondre à cette question et d'autres qui s'en méfient énormément parce que c'est un métier bizarre. Donc, je pense, alors, j'aurais tendance à dire qu'on va dans le cinéma de Bertrand en toute innocence, sans idée préconçue.
En tout cas, on essaye. Et je crois que le but du jeu, enfin l'enjeu, c'est peut-être d'arriver presque vide ou de se laisser envahir après par des émotions, par des choses qui nous dépassent. En fait, c'est un peu ça qu'il demande, mais ce serait un peu ce que devrait demander n'importe quel cinéaste, enfin, tant soit-il qu'il ait de l'ambition. Arriver sur un plateau sans savoir ce qu'on va faire, à part avoir appris son texte sur le bout des ongles, pour justement aussi ne pas être inquiété par le texte, que le texte devienne un truc sans intérêt, enfin je veux dire oui, c'est important que le reste, que d'être sur le plateau, que d'être là physiquement, oui, il faut que le texte soit oublié, il ne faut pas qu'il soit un problème, voilà. Et après, à partir de là, tout est possible. Et donc avec une des particularités de Bertrand comme cinéaste, parce je crois qu'ils ne sont pas très nombreux, il y a le fait qu'il cadre. Donc ça crée aussi quelque chose de particulier sur un plateau avec l'acteur, parce qu'on est presque comme on a l'impression d'être en connexion directe, mais une connexion mystérieuse. Donc il y a un rapport charnel aussi, sensuel. Tout d'un coup, on est avec le réalisateur. Et alors oui, autre chose, mais j'ai toujours aimé raconter ça parce que je trouve ça assez très, très caractéristique de son cinéma, en tout cas du plaisir que moi j'y trouve et que je ne vois pas chez d'autres. Il y a cette histoire de la post-synchronisation. Donc on tourne avec un son direct, ce qu'on appelle un son direct, c'est un son témoin si vous voulez, ce qui est assez ingrat pour l'ingénieur du son, mais qui en prend son parti parce que pour lui ça doit aussi être une expérience intéressante pour lui, mais il sait pertinemment que son son sera quasiment pas employé par le film parce qu'il y aura une post-synchro. Donc ça a comme conséquence notamment le fait que Bertrand peut parler pendant la prise. Donc ça c'est quelque chose qui est proche du théâtre. Ça, là en ce sens, Bertrand est comme un directeur d'acteurs de théâtre qui en pleine répétition dit là il faut que tu tournes ta tête ici ou répète cette phrase, répète-la en anglais. Bon, des choses comme ça. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très intéressant qui permet de se laisser envahir par son univers. Voilà un peu les idées qui me viennent sur cette question très, très épineuse. Nathalie, peut-être, vous validez Oui, mais de parler de l'acteur chez Bertrand. Oui, voilà. Comme on se connaît, comme on a fait quand même pas mal de films ensemble, d'abord c'est-à-dire qu'aussi il propose quand même des rôles de femmes qui sont assez intéressants et assez peu communs, à savoir qu'on ne discute pas forcément dans un café, quoi, déjà, si on a trompé quelqu'un, si on a été trompé, et tout ça, parce que si c'est ça, c'est à grande échelle. Voilà. Donc ça change quand même, c'est la dimension, ça change, et de fait ça peut se rapporter à des grands textes antiques, de théâtre et tout ça. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose qui nous porte, qui est quand même autre chose que le quotidien. Pour Conan, c'est vrai que ce qui est intéressant aussi, c'est cette figure de barbarie qui peut appartenir vraiment très très bien aux femmes, c'est-à-dire que le mal n'est pas exempt de la féminité, ni de la femme, et je trouvais ça intéressant de pouvoir aussi le proposer, l'envisager et le penser. Et puis après, c'est vrai qu'on est aussi, tout ce que tu as dit, mais c'est qu'on est aussi dans cette disponibilité, mais c'est cette physicalité aussi. Il y a un truc quand même vraiment performatif à cause des conditions et du temps. Et c'est vrai qu'il y a un travail qui se fait tout seul, il y a un vrai truc physique comme si on dansait, où on faisait du sport. Ce qui fait que la concentration et l'intelligence des textes et aussi le setup, c'est-à-dire qu'il y a une telle organisation scénique de tout,
C'est-à-dire qu'on a des plumes, on a du sang, on a du lait, on a le froid, on a le vent, on a les machines. Enfin, on est vraiment dans un truc de machinerie. Donc, quelque part, on est aussi emporté par cet imaginaire, en fait. Et donc ça, c'est agréable parce que ça sort du quotidien. Mais en même temps, on parle du monde aussi, mais à d'autres échelles, à une dimension différente, quoi, voilà. Et c'est vrai que ça demande aussi dans le jeu non seulement une grande introspection, une grande liberté physique. C'est-à-dire qu'avec Bertrand, quelque part, tout ça, il y a un tel artifice, c'est de travailler aussi l'artifice qui devient quelque chose de vraiment vrai, mais qui vous donne aussi un univers de protection comme rarement on peut avoir. C'est-à-dire qu'on peut oser des choses avec Bertrand en étant absolument protégé, même nu, absolument protégé. Donc ça, c'est assez intéressant, parce que dans tous les discours qu'on entend, c'est quand même particulier avec Bertrand, ça. Et aussi entre nous, c'est-à-dire qu'on est des fois dans de telles situations que quand même on rigole beaucoup, quoi. De comment il faut se doucher après, on se nettoie, on a du truc plein le nez, enfin je veux dire, tout est vraiment, c'est voilà. Donc il y a aussi toute une sorte d'humilité aussi qui est intéressante pour le jeu. Voilà. Mais il y a des grands enjeux aussi, donc c'est ça qui est plaisant. Préparez vos questions. C'est vrai que c'est très physique, et ça je crois que je ne te l'ai jamais expliqué, mais c'était pour plusieurs de tes films. Je suis allé voir pendant un mois, à raison d'une séance par semaine, un masseur. Oui, pour me préparer. Non, mais il faut se préparer. Donc c'était du massage du Qigong. Non, du shiatsu. Non, ça y est, ça me revient. C'est du Tuina. Ça va en profondeur comme ça. Et j'avais dit à mon masseur, je dois tourner un film, et donc je dois être en forme. C'était pour Conan. Oui, et ça a été très efficace d'ailleurs. Mais c'est vrai que toutes les particules que nous avons, et plein de choses. Par exemple, dans Nous les barbares, je me transforme en statue d'Oscar. Vous savez, les Oscars qui tiennent l'épée comme ça, et je deviens littéralement une statue dorée avec plein de particules. Et donc après, il faut bien 40 minutes pour se nettoyer. Mais si je peux dire, c'était magnifique parce que vraiment, mais comme on tourne en pellicule, et ça c'est un truc qui n'existe plus trop aujourd'hui, c'est-à-dire que quand même la numérisation a tendance à faire que on va tourner tout le temps, donc dès le matin jusqu'au soir. Or je pense qu'un cerveau ne peut pas se concentrer non plus de 5-6 heures, donc ça veut dire qu'on se retrouve bien souvent comme acteur à jouer tout le temps parce qu'on ne veut rien perdre. Alors ça m'énerve un peu parce que je pense qu'on peut gagner un truc si on perd des choses, quoi. Et ça, de fait, le numérique a changé l'histoire de la répétition et du moment de tournage quand même. Après, ça dépend des réalisateurs, mais quand même, il faut faire vachement gaffe à ça. Et alors, c'est vrai que comme on tourne en pellicule avec Bertrand, il y a quand même toute cette installation où tout le monde est obligé d'être ensemble pour que le moment où on tourne, et parce que c'est de la pellicule, il faut faire attention, on est vraiment tous ensemble. Et donc chacun aussi a un regard et une acuité sur le travail de l'autre. Il y a une concentration qui est très particulière. Alors un silence, je dirais pas, parce que comme on est en post-synchro, et bien souvent il y a les machines et tout, il y a le boucan et tout, mais quand même il y a ce moment de suspension, moteur, et on y va. Et c'est vrai qu'avec Christophe, tout le monde était happé, parce qu'il y avait... Il y avait le décorateur en fait qui était en haut, je ne sais plus, à 3-4 mètres de haut, avec une bassine énorme, donc avec tout le produit, mais il n'y en avait pas assez, donc il fallait faire gaffe. Ça tombait quand même super de haut, ça devait être lourd d'ailleurs de recevoir tout ça sur... Et donc on était tous là pourvu que ça marche, quoi. Et en plus on compatissait, mais tellement pour Christophe. Donc il y a cette attention, et cette attention aussi, c'était une curiosité et un plaisir vraiment de... Oui, comme en enfance aussi, des fois on a cette sorte de pulsion de jeu innocente, brute, voilà. Et ça, voilà. Donc ça nous donne aussi plein de souvenirs, mais c'est aussi un investissement qui est rare.
s'il y a des questions, profitez-en, levez la main. Oui. Bonsoir à tous. J'avais une question pour Bertrand et même finalement pour vous tous. Manfred disait justement que vos films, on ressent une véritable expérience sensorielle quand on les voit, et je trouve qu'il y a quelque chose de très onirique dans votre travail, et je voulais savoir comment l'onirique, comment le rêve vous affecte, vous et votre travail. Merci. Alors, je mets pas en scène mes rêves, mais dans la mise en scène, dans une façon de mettre en scène avec, j'allais dire, une logique illogique économique, c'est-à-dire que là où, par rapport à la grammaire cinématographique traditionnelle, on va utiliser une certaine façon de faire, je vais essayer de trouver des solutions oniriques pour pouvoir incarner mes plans. Et ça, c'est quelque chose qui est un héritage de la logique des surréalistes, et en particulier de Jean Cocteau, qui, lorsqu'il faisait ses films, abordait le cinématographe, comme il disait, avec une forme de naïveté, finalement, qui lui donnait énormément de liberté, et il a créé comme ça des trucages poétiques. Plutôt que de faire un travelling où on met la caméra sur un chariot pour faire venir la caméra vers l'acteur, lui il va préférer mettre le comédien sur un chariot et le faire venir vers la caméra parce qu'il trouve ça beaucoup plus beau et plus logique. Donc c'est comment jouer avec cette technique qui alourdit tout, qui rend toutes les choses très rationnelles, comment détourner la technique, et souvent pour pallier à des problèmes économiques, et en prenant le relais comme ça essayant de rester objectif par rapport à ses rêveries. Je peux parler du rêve, de l'onirisme là. Oui. Non, parce que tu as écrit un livre formidable sur... Oui. C'est d'autant plus étrange que je rêve pas. Que je rêve très peu, je fais 2 rêves par an à peu près. Tu t'en souviens pas? Oui, enfin, mes rêves s'effacent, ou s'éloignent, ce qui est très emmerdant parce que je prends un analyste. Mais pas tant que ça, parce qu'en fait, ça oblige effectivement à mobiliser ce qu'est la capacité du rêve pour l'injecter dans le quotidien. Et c'est ce qui faisait que je me trouvais si bien, et pas du tout en domaine étranger face au film de Cocteau, parce que comme tu le dis, si c'est toute la vie qui est une machinerie très très lourde, ça devient très très intéressant si tu te mets à la bricoler pour la détourner. Et c'est vrai qu'en cela, pour moi, voilà, il y a eu très très peu de très très grands héritiers de Cocteau. Il y a Schroeter et il y a toi, complètement, voilà. Donc quelqu'un qui a cette capacité de faire matière de rêve, alors que, mais souvent, en plus, il n'y a rien, les cinéastes très oniriques ou faussement oniriques, ça m'emmerde. C'est hallucinant, je ne m'y retrouve pas du tout. Il faut qu'il y ait cette base-là quand même de réel. Par exemple, ce que moi j'aimais dans Conan plus que tout, c'est les strates historiques. Parce que là, ça permet de rêver ce qui est devenu l'histoire, ou ce que continue de fabriquer l'histoire alors qu'elle pourrait. Si on peut rêver quelque chose à partir du réel, c'est bien ça, savoir ce qui se passe quand nous on n'est plus là, quoi, quand on se détourne. C'était Poggi et Vinal, il m'avait raconté, c'était Jonathan, que quand il joue beaucoup aux jeux vidéo, qu'une fois il était retourné sur un jeu, il avait déjà passé 3-4 tableaux, et puis je sais pas, il avait la curiosité de retourner sur un tableau, un truc, c'était un peu un western, c'était dans une rue, il avait dégommé tout le monde. Et puis il a vu en fait les images que continuaient de générer le jeu. Et on voyait, il voyait les enfants et la veuve du type qu'il avait dégommé en train de creuser la tombe et de l'enterrer. Le jeu continue à produire ça. Et voilà, là j'ai l'impression que les cinéastes m'intéressent quand ils commencent à filmer ça. Une fois qu'on a dégommé des trucs, ce qui se passe quand on n'est pas là, ce qui dort. Et je pense que les dialogues qu'on a toujours sur tous les trois, parce que souvent,
comme est là aussi, ou qu'on peut avoir sur des œuvres. Il y a sans doute un fétichisme chez nous, collectionneurs, tout ce qu'on veut. Mais l'idée, c'est pas tant de dire moi j'ai ça, mais tu connais ça, tu connais pas. Ce qui n'a pas beaucoup d'intérêt, c'est l'idée de voir ce que ça produit aujourd'hui. Si on fait, je sais pas, tel film de Maurice Tourneur, un dessin de Keinec, si tu les frottes quasiment, qu'est-ce qui peut se passer et même, une fois on a vu cette conversation, moi j'y pense toujours souvent, par exemple les cinémathèques, moi j'avais été archiviste pendant très longtemps, pendant une quinzaine d'années, j'étais persuadé que les films continuaient de vivre dans les boîtes. Mais je crois vraiment, je pense que vraiment il y a un truc comme ça, et chez toi je trouvais ça, je me dis tiens, il y a des formes comme ça qu'on peut reconnaître, mais c'est pas des citations mortes, c'est pas des langues mortes, c'est de regarder ce que ces formes continuent de produire lorsqu'on a le dos tourné, lorsqu'on les laisse supposer, on les laisse dormir. C'est pas nous qui c'est nous qui dormons, mais c'est elles qui rêvent. Ça comme ça, ça me va. Bravo. Non mais il y a non mais gauche, je n'ai rien ajouté. Mais c'est intéressant cette idée-là aussi, parce que dans Conan, on a énormément de... Alors donc ce ne sont pas des hommages, ce ne sont pas des... c'est une façon, un endroit où va s'inscrire le film, et qui est-ce que tu convoques et on fait un voyage assez... tu parlais de Borman, Fellini, il y a énormément et qui correspondent à des époques. Toute l'époque dans le Bronx, on pense évidemment à Ferrara, à cette chose-là, ce bitume, cet urbain-là, et on sent que ça nourrit vraiment le film, le décor, le personnage. Peut-être explique-nous, dis-nous quelques mots sur ta façon de travailler et comment cette... parce que tu as une culture cinéphilique assez impressionnante quand même, mais c'est très éclectique, très éclectique. Et comment ça te vient? Eh ben, c'est en écrivant, soit je convoque, je veux dire consciemment, des auteurs qui m'ont marqué, parce que je trouve que c'est pertinent de les convoquer à certains endroits pendant que je suis en train d'échafauder mon récit. Et puis parfois, il y a très souvent d'ailleurs, il y a l'inconscient qui travaille et je constate après coup que j'ai convoqué des auteurs que j'aime beaucoup et sur le moment, j'y ai pas pensé. C'est vraiment en voyant le film, au montage, je me dis mais oui, bien sûr, ça évoque tel film ou tel autre film. Alors pour Conan, le long métrage, vraiment la figure que j'ai vraiment convoquée à l'origine, c'est Lola Montez de Max Ophuls. Ça, c'était vraiment, j'allais dire, mon maître étalon, enfin en tout cas le patron du film en quelque sorte. Donc Lola Montez... On va préparer l'extrait. Ah oui, très bien. Donc Lola Montez, qui est une courtisane, comme on dit, qui a vraiment existé et qui est devenue une créature de cirque, une attraction. Et Lola Montez se raconte du haut d'un cirque avant de faire le grand saut avec un monsieur loyal, Peter Ustinov, qui est profondément amoureux d'elle. Et c'est la structure de Conan. C'est-à-dire Conan est en enfer, au sommet de son rocher, et elle va se raconter, incitée par Rainer, le démon, qui va en quelque sorte lui rafraîchir la mémoire, puisque la damnation de Conan, la damnation finale, donc Conan est incarné in fine par une grande actrice qui est Françoise Brion, et donc Françoise Brion joue la Conan éternelle, la Conan damnée, qui va devoir perdre sa mémoire et faire l'expérience de revivre tout ce qu'elle a vécu, toutes les souffrances, et à nouveau perdre sa mémoire, etc. Donc c'est ça, sa damnation. Et ça, en gros, c'est le canevas de Lola Montez. Il faut qu'on prépare l'extrait. Donc, Pacôme, on te donne le micro. On parlait de Lola Montez. On n'a pas la tête. Non mais par contre, bon, allez. Je vais continuer sur la question du monsieur. Hein? Je l'ai gardé la tête, bien sûr, oui, elle est au-dessus de ma bibliothèque. Oui, mais elle aurait pu être sur la télé. Elle serait tombée quoi, sur la télé. J'ai une télé trop plate. Tu sais. Voilà, oui, elle serait coupée. Non, mais sur
sur ce que tu convoques, parce que quand même, malgré tout, bien sûr, tu ne montres pas tes rêves dans les films, mais on pourra en parler un peu tous les deux. Il y a des images obsessionnelles que tu dessines qui finissent par devenir... Tu dessines, tu sais pas pourquoi tu les dessines, quoi. Mais la figure qu'il y a dans l'émission a déjà commencé de ta marionnette avec les longues jambes, même les images, celles, comment dire, de la scène avec David Noir, Elena et vous là-bas. Anne-Lise. Oui, elle est là. Je me cache. Bien, Et c'est des scènes, tu m'avais montré des dessins avant. Oui. Tu m'avais montré tous ces trucs-là. Elles n'existaient pas encore en scène. Que tu me disais en ce moment, je dessine ça. Et, c'est comme des images qui. C'est elles qui s'invitent, quoi. C'est pas comme si c'était des opérations conscientes de tenter de référencer quelque chose à travers elles. Ça devient comme ça. Oui, là, ce sont des images qui s'imposent à moi, effectivement, et qui viennent au bout de mon stylo. Oui. Et puis, comme ça, je dessine machinalement. Ça me permet de penser à autre chose aussi pendant ce temps. Oui. Et après, je constate ce que j'ai fait. Et je me dis, tiens, Oui. il y a quelque chose peut-être à faire avec ça. Il y a peut-être que il faut que je convoque cette image. Alors bon, tu parlais de la marionnette avec ses grandes jambes. Oui. Là, j'ai aussi cité Bretéché et les frustrés Oui, c'est avec vrai. ce personnage dans ce pouf avec ses jambes démesurées. Oui. Bertrand, on passe l'extrait, juste l'ouverture du film. Oui. C'est ça, hein, L'ouverture de quel film de Conan. De Conan, bien sûr. Conan. Oui. Ah oui, pardon. J'ai cru que c'était volontaire, c'est pour ça. Quel privilège d'être morte. Comment ça, morte? Ça va pas. Je veux sentir plus de souffrance. Ne criez pas, ne criez pas. Il n'y a plus de douleur ici, que des souvenirs sales. Il faut que ce soit spectaculaire, il faut que vous soyez présentable devant la reine. La reine, la reine. Oh. Conan. Vous ne connaissez pas Conan, la barbare? Non? Vous m'étonnez. Apporte-moi un Cuba libre. Comme on a tout notre temps, et si vous le voulez bien évidemment, je vais vous guider. Il faut payer. Fiche-moi la paix, plus tard. Il faut payer. Bon, de toute façon, vous me paraissez à point. C'est le grand moment. Ah, merci, les filles. Vous avez fait un travail. Musique!
qu'est-ce qu'on fait là? Vous allez voir la barbarie. Que le spectacle commence. Amoral et de bon goût. Et voici Conan, la reine. Elle va exécuter pour vous le grand saut dans la rivière des regrets. Conan, vous m'entendez? Voulez-vous faire le grand saut du souvenir? Remettre en jeu votre titre de reine de la barbarie? Oui. Tu as là une humaine, encore plus néfaste et cruelle que moi. Je lui cède mon trône. Il y a ici une sérieuse candidate, Conan. Une sérieuse candidate. J'ai tout oublié. C'est rien. Tout va revenir. Mais pour commencer, le cœur perdu. Dans un autre temps, où la barbarie régnait à l'état brut. Souviens-toi, Conan, je suis né d'une mère guérisseuse et d'un père inconnu. Moi, j'aurais une question complémentaire. Parce que tu as parlé de la narration, mais tu n'as pas parlé, par exemple, de la bande-son. Alors, elle a été évoquée un petit peu par Christophe quand il a expliqué que je travaillais avec de la post-synchronisation. Et effectivement, c'est travaillé à partir d'une page blanche. C'est-à-dire qu'il y a les images qu'on doit faire dans un temps record avec toute une machinerie. J'ai pas le temps de m'occuper du son à ce moment-là. Et ça m'arrange bien parce que l'esthétique du son recrée quelque chose qui me correspond particulièrement et justement qui amène une dimension onirique, je trouve, à l'entreprise. Donc ce que l'on fait, c'est qu'une fois qu'on a un montage image qui se tient, cet enregistrement ingrat que l'on a sur les images, on le jette. Et là, je convoque les actrices et acteurs qui viennent se post-synchroniser. Donc c'est une façon aussi d'affiner, de retravailler le jeu. Là, ce qui était particulier, c'est que la reine sur le trône, qui est Françoise Brion, a la voix de Nathalie Richard, ici présente, mais une voix de Nathalie. Nathalie a travaillé sa voix pour avoir cette voix de cette Conan éternelle. Donc c'était pour brouiller complètement les pistes. Et à un moment donné, la voix se transforme en voix de Conan de 15 ans. Bon, ben voilà, c'était très simple à faire avec cette histoire de post-synchronisation. Et de la même façon, donc Elina, qui porte la prothèse, a refait toute sa post-synchro. Donc comment est-ce qu'on lui fait... La question c'était, est-ce qu'elle porte la prothèse pendant la post-synchro? On a essayé plein de choses et finalement on y est arrivé sans devoir lui faire subir de porter encore cette damnée prothèse pendant la post-synchro. Et ensuite il y a les bruitages, donc tous les pas, etc. Enfin tout le moindre mouvement, la moindre poussière est bruitée. Et là aussi je peux créer une partition qui correspond à ce que j'ai envie d'entendre. Parce que souvent, alors voilà, je garde le meilleur pour la fin, j'allais dire. C'est donc la musique, c'est donc la dernière strate. Donc là, c'est Pierre Desprats avec qui je collabore depuis Les Garçons Sauvages, et c'est à chaque fois différent. C'est-à-dire, sur Les Garçons Sauvages, je l'ai connu
en fin de course, c'est-à-dire j'avais fait un montage des Garçons Sauvages avec des musiques préexistantes, et c'est vraiment au moment de finaliser le film où on m'a présenté Pierre, et voilà, il a travaillé sur la bande-son, il a, avec brio, très rapidement, il a trouvé ce que je voulais, en dépassant les modèles, on va dire, les modèles de ce que j'avais mis dans la bande-son, et aussi Pierre me permet d'aller mettre les mains dans sa musique, c'est-à-dire de démonter sa musique, d'aller dire tiens, cette ligne de basse, elle est vraiment intéressante, si on l'enlevait, si on la mettait ailleurs, etc. etc. Et ça, c'est ce qu'on a fait sur Les Garçons Sauvages. Sur After Blue, je lui ai demandé de faire les musiques en amont, donc voilà, et puis après il a recréé d'autres musiques, mais j'ai travaillé, j'ai même tourné avec ces musiques. Et sur Conan, c'était particulier parce qu'il y avait le spectacle pour lequel on avait fait des musiques, voilà, on avait répété avec ces musiques. Ce spectacle avait une couleur très particulière. Et au moment d'aborder Conan, le long métrage, j'ai voulu jeter à la poubelle toutes ces musiques-là. Enfin, pas les jeter à la poubelle, puisqu'elles étaient sur le film du spectacle, mais en tout cas remettre les compteurs à zéro et trouver la couleur comme ça musicale de Conan. Et là, ça a été, je pense, très dur pour Pierre parce que je n'ai pas voulu qu'il me donne des musiques ou quoi que ce soit. Je ne voulais pas reproduire des choses qu'on avait pu faire avant. Je suis parti période par période en attribuant une couleur musicale à chaque période. Donc l'ouverture du film, la période barbare, j'ai convoqué Bernard Herrmann, il y a aussi des classiques qui sont là, mais voilà, c'était les références, côté un peu cinéma hollywoodien. La période barbare, je suis parti de ce que Nino Rota avait fait pour le Satyricon, c'est-à-dire des musiques inspirées, des musiques tribales, des musiques inspirées comme ça de différents pays, beaucoup de percussions. Pour les années 90, c'était du rap des années 90, etc., etc., jusqu'à la période de Nathalie. Donc, et pour Pierre, ça a été vraiment difficile parce que l'idée, c'était pas faire de contrefaçon, mais de changer de style, de casser son style à chaque nouvelle période pour vraiment épouser au mieux l'époque. Donc voilà, et ça c'est la dernière strate, et la musique doit cohabiter avec tous ces sons qui font aussi office de musique, et le tout est mixé par Simon Apostolou, avec qui aussi je travaille depuis Boring the Box, maintenant depuis pas mal d'années. Et donc voilà, c'est un très très gros, le travail le plus long, c'est un travail de longue haleine pour pouvoir avoir une bande son qui comme ça porte, soutienne les images. Une question? C'est peut-être une question un peu trop précise, mais justement au sujet de la Conan quarantenaire, donc la Conan nazitaine, je suppose, qu'est-ce que ça fait de justement se saisir de l'iconographie nazie? Enfin, genre en tant qu'artiste, je suppose de gauche, enfin, j'en sais rien, je sais pas, vous vérifier, j'avoue. Je me suis dit, normalement, vu le lieu, ça va. Non, mais en tant qu'artiste, qu'est-ce que ça fait? Pas dans le sens de... Enfin, je sais pas si je dois désapprouver ou pas, je suis de la génération très wokiste, donc dangereux, mais qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait de se saisir de cette iconographie, de se saisir de ces symboliques, de ces vêtements, de ces plans, de tout ça? Genre, comment est-ce que vous vous sentiez sur le moment dans toutes ces séquences de travail-là? On touche à quelque chose d'absolument dégueulasse, mais voilà, enfin, je voulais travailler sur la barbarie, donc forcément, à un moment donné, il faut aller pointer des figures de la barbarie, une iconographie barbare, et de la même façon que j'ai aussi filmé des personnes avec des épées en train de se donner des coups d'épée, du sang partout, du faux sang partout, bien sûr, c'est pas des choses qui m'attirent des masses, quoi. Enfin, toute l'iconographie avec ces personnages qui tiennent des épées, qui les brandissent, c'est pas mon truc non plus, hein. Donc voilà, j'ai joué, ça c'est souvent quelque chose que je fais dans mes films, je vais aller vers des choses qui m'attirent pas vraiment, et essayer de dompter mes rejets, mes angoisses pour pouvoir raconter une histoire objective et suffisamment stylisée pour évoquer, convoquer et contourner en même temps.
remarqué un truc quand même. Au théâtre des Amandiers, et c'était incroyable, ces décors avec tous ces cadavres, mais vraiment des paquets et des paquets de cadavres et du sang partout, mais quand même, tu as rajouté des paillettes par-dessus. Et je crois que c'est quand même pour alléger. Oui, voilà, je peux pas m'empêcher de mettre des paillettes, des plumes, quelques fleurs, parce que voilà. Bon, peut-être, je sais pas si ça allège vraiment, mais moi ça me. Je crois que ça a allégé tout le monde en fait. Ça peut les dire. Oui, un peu de légèreté. Ouais. En tant que spectateur, j'ai trouvé que le film était une expérience, qu'il avait une empreinte forte dans la durée, en tout cas pour moi. Ça a affecté temporairement ma façon de voir le monde. Et la question que j'étais en train de me poser, avec tout ce qui a été expliqué sur la façon dont on arrive à ce résultat-là, c'est qu'est-ce qui reste de Conan pour vous après Conan? Enfin, comment ça continue à vivre en vous? Et, c'est une deuxième question, comment on passe à autre chose? Alors Conan, ça a été un gros chewing-gum sous ma chaussure parce que il y a toutes les excroissances. Il a bien fallu les monter, les finir. Donc ça m'a pris un certain temps jusqu'à aujourd'hui finalement parce que la sortie du coffret c'était en mai. Voilà, bon, il s'est très bien vendu, donc voilà, il y a un nouveau tirage et je suis ravi qu'on puisse le signer et le présenter aujourd'hui. Et voilà, là j'ai l'impression que la boucle est bouclée, quoi. Puis parallèlement à ça, moi j'écris d'autres choses. Je tourne d'autres choses, donc ça me permet aussi de m'extraire de ce monde-là. Parce que j'en pouvais plus, j'en pouvais plus de ce monde-là, et donc ça a été assez long. Alors la chose c'est que là je suis moi-même amnésique de mes propres films parce que je voyais l'extrait et je me souvenais plus. Enfin je devenais moi-même spectateur de ça. Je disais ah bon c'est pas mal. Comme un personnage. Oui, comme ça. Est-ce que je sais comment j'ai jamais fait ça. Est-ce que je suis capable de faire un truc comme ça maintenant? J'ai l'impression de régresser à chaque nouveau film. J'ai l'impression que c'est de pire en pire quoi. Et donc voilà. Donc j'ai aussi cette faculté d'oubli. Donc t'as un psy à côté de toi si tu veux. J'oublie, mais ensuite moi en tant que spectateur dans la consommation que je peux avoir des films, des bons films. Enfin pour moi la définition d'un film que j'aime est un film qui va me hanter, qui va pas tout donner du premier coup. Je déteste les films qui nous rassasient du premier coup. Alors on est content, on a bien mangé, on sort de là, et puis hop, on passe à autre chose. Non, il faut que le film nous laisse un peu sur notre faim, qu'on ait envie d'y retourner, et qui reste mystérieux matin, midi et soir. Je voulais aller dans ton sens, Bertrand. Moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment tellement plu dans Conan, c'est toute la section, quand elle va aux enfers, et qui a le frère ou le cousin de Reiner. Et ce moment qui est comme qui se relie difficilement avec tout le reste dans le parcours. Et qui est... comme, moi j'aime beaucoup aussi, comme ça, dans les films, ce qui me vante, c'est les scènes qu'on oublie facilement et qu'à chaque fois qu'on le voit, on me dit mais c'était là, ça, je me souvenais pas que c'était là. Et c'est de créer, les conditions pour qu'il y ait des séquences comme ça. Des séquences que tu sais pas où placer dans ton souvenir. Oui, là, c'est une digression infernale, oui, effectivement. Oui, une digression, mais qui est... elle est vraiment envoûtante, cette séquence. Non, ça passe rien. Allez, une dernière question. Alors, tout au fond. Bonsoir. Je me posais la question de votre processus artistique, de l'idée jusqu'à l'exécution, sur l'effet de double vision qu'il y avait dans Petrouchka et dans La Déviante Comédie, il me semble aussi. On avait un très bref aperçu à l'Étrange Festival quand ça a été diffusé sous le nom Dragon Dilatation.
Et du coup, est-ce que vous pouvez développer un petit peu autour de cette idée-là? Alors, Dragon de dilatation, je vais expliquer, c'est la communion de deux films qui sont La Déviante Comédie et Petrouchka, qui est un film que j'ai tourné un peu dans la foulée de Conan. Et Petrouchka, c'était initialement une relecture du Petrouchka de Stravinsky. En tout cas, c'était une commande. Hein. Ça s'appuyait sur la musique de Stravinsky. Il se trouve que ce film que je voulais exploiter par la suite, je l'ai montré à l'Étrange Festival et à Locarno, mais c'est un film que j'ai dû retravailler, puisque Stravinsky a eu le bon goût de mourir dans les années 70, et sa musique n'est pas libre de droit, ce que je ne m'a pas dit au moment de la commande, et c'est vrai que je n'avais pas vérifié. Et il se trouve que les héritiers de Stravinsky aiment beaucoup plus l'argent que l'œuvre de leurs ancêtres. Et donc voilà, et donc comme souvent, voilà, on va demander une fortune pour pouvoir utiliser la musique, et donc poliment on a décliné, et on a cherché une nouvelle musique. Et donc c'est pour ça que ce film-là n'est pas réapparu, il va réapparaître avec une nouvelle musique, beaucoup plus ancienne. Bon, ça c'est une autre histoire. Donc effectivement, ce sont Petrouchka et La Déviante Comédie sont deux films qui ont été tournés avec ce principe de split screen. Pour moi, le split screen, c'était ma réponse au spectacle vivant, puisque ce sont deux films qui sont liés à la scène. Donc, La Déviante Comédie, c'est ma fausse captation d'un spectacle, et Petrouchka, c'est mon interprétation du ballet russe, quoi. Et c'est des films aussi qui sont destinés à des projections sur scène. Ça va être le cas pour La Déviante Comédie à Odéon, et ce fut le cas pour Petrouchka au Festival d'Aix-en-Provence et à la Philharmonie. Et pour moi, la réponse cinématographique que j'avais à la scène, c'était l'idée du split screen, du double écran, en me disant finalement, beaucoup de metteurs en scène de théâtre ou de chorégraphes utilisent l'écran dans leur spectacle. Moi, mon médium, c'est le cinéma, donc c'est l'écran. Donc je vais travailler sur le double écran. Finalement, c'est ma façon de faire du spectacle déviant, on va dire, et non vivant. Et j'ai travaillé sur ma propre déviance, c'est-à-dire mon handicap physique, qui est ma divergence, comme ça, enfin, j'ai mon exophorie, comme on dit. C'est que j'ai tendance à avoir un œil qui part, et donc à avoir une vision comme ça du monde. Donc à partir de cette vision du monde, j'ai décidé de mettre en scène ces deux films de cette façon-là, et non pas en utilisant le split screen comme une façon de fractionner une action pour avoir soit un point de vue d'un personnage qui va faire un truc dans un coin et l'autre qui va faire un truc dans l'autre coin, ou avoir se focaliser sur un détail. Enfin, j'ai beaucoup regardé ce qui était fait avec le split screen. Non, là, c'était l'idée en ce qui concerne La Déviante Comédie, de travailler sur la double prise. C'est-à-dire que j'ai décidé, parce que j'adore aussi m'imposer des règles, travailler sur deux prises. Max, même si des fois on peut en faire une troisième, hein, quoi, le principe de deux prises. Et donc, l'idée c'était de monter ces deux prises et les mettre en parallèle. Alors, comme j'étais entouré d'acteurs et d'actrices très précis, il y avait un timing qui était absolument respecté d'une prise à l'autre. Je cadre, donc pareil, j'essayais d'être assez précis, mais en même temps, je pouvais prendre des libertés d'une prise à l'autre. Et donc, je mets en vis-à-vis ces deux prises qui parfois se décalent, parfois se rejoignent. Parfois, je casse ce principe en allant montrer quelque chose qui se passe en cuisine, j'allais dire, dans les toilettes des amandiers. Donc, voilà, il y avait tout ce jeu-là à partir du double écran. Et pour Petrouchka, c'était quasiment la même chose, mais c'était une autre règle, c'est-à-dire que c'était des mouvements de caméra inversés. C'est-à-dire qu'il y avait un mouvement de caméra qui allait de la gauche vers la droite, et un autre de la droite vers la gauche. Et donc je les faisais comme ça, je les faisais avec la même action, dans chaque écran, et ça convergeait, divergeait, etc. etc. Voilà. Stimulant. On va
peut-être, à moins que tout le monde n'a pas s'exprimer ou... Allez, une dernière question. C'est pas une question. En fait, quand j'ai vu votre film, ça me rappelle un poète iranien qui s'appelle Ferdowsi. Et il a écrit un livre qui s'appelle Le livre de roi, plus que 1000 ans, 1020 ans. En fait, vous avez parlé de contagieux. En fait, l'image, ça me rappelle, en fait, il y a un esprit mâle qui fait bisou deux épaules d'un roi. Après, il y a deux serpents qui poussent. Ils ne mangent pas les parents, mais ils mangent les cerveaux d'êtres humains. Donc, en fait, et en même temps, j'ai pensé à en fait, l'idée de Carl Gustav Jung sur archéotype. Ça veut dire, par exemple, vous vivez 5000 km plus loin, mais en même temps, il y a des idées communes entre les deux. Donc, c'était ça, juste. Après, si vous avez envie de parler. Il y a beaucoup parlé. Non, mais voilà ce que ça crée, ce que ça évoque. Mais alors, les serpents mangent le cerveau de la personne qui les a sur ses propres épaules, ça rentre par les oreilles. En fait c'est un roi, et en fait, il y a un esprit mâle qui fait bisou les deux épaules. Ouais. À partir de ça, il y a deux serpents qui poussent, et après, ils ont envie de manger le cerveau être humain, et chaque jour, ils devraient servir en fait, le cerveau être humain devant le roi. Après, bon, il y a une longue histoire parce qu'il y a 70 000 versets quand même. D'accord. 1012. En fait, à partir de ce livre-là, peut-être vous connaissez Joseph Campbell, un mythologue américain, qui a fait un livre Mille et un visages. Et à partir de synthèse de ce livre-là, un Américain qui a fait le film Star Wars, Avatar, beaucoup de films aux États-Unis, Hollywood. D'accord. Qui s'appelle en fait Le chemin héros. Il y a 17 étapes. Alors, peut-être pas... Ouais, non, il a on va continuer ça autour de la dédicace. En tout cas, merci pour. Non, je ne connaissais pas. Voilà. Non, en tout cas, c'était intéressant pour moi. Mais c'est vrai, ce que ton univers éveille, déclenche. Nathalie, un mot, Christophe. Non, merci d'être venu. Puis moi, ça me donne envie de voir le coffret, puis même de revoir Conan. Voilà, très bien, très bien. On va bien là-dessus. Merci Paco, merci Bertrand, merci Philippe, Christophe, Nathalie. On va rester là pour la dédicace. Bertrand va vous dédicacer des coffrets, je crois qu'il y a, voilà, qui sont en vente. Donc il y a le coffret, le vinyle et l'unitaire Conan. Et la sélection des BD que Bertrand a fait dans la boutique, je l'ai mis sur la table et elle sera aussi sur le site internet, donc vous pourrez la consulter. Je sais pas,